Et en fait, hormis pour des raisons de tourisme, tu viens, tu es lié à un organisme. Tu viens pas comme ça juste pour le plaisir. Quand tu as un projet de long terme, c'est que tu viens parce que tu as une entreprise qui t'a embauché. Enfin, les règles d'immigration, en fait, elles sont quand même très strictes en France. C'est clair. Donc, en fait, c'est une entreprise qui t'a embauché. Si tu viens pour des raisons humanitaires, tu vas être généralement suivi par France Terre d'Asile, par la Croix-Rouge. Et si tu es un étudiant international, il y a ton ambassade qui va te prendre en charge et l'école aussi. Donc, en fait, les canaux d'acquisition, ils sont assez clairs. Après, là où tu as raison, c'est comment, parce que c'est beaucoup de canaux d'acquisition, lesquels on privilégie. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui je m'entretiens avec Caroline Span, qui est la CEO et cofondatrice de Welcome Account. Bonjour Caroline. Bonjour Solène. Alors, parmi nos auditeurs, il y en a qui ont certainement dû te voir à la télévision, parce que tu es passé sur l'émission Qui veut être mon associé il y a quelques mois. Alors moi, j'ai jamais regardé cette émission, je suis mea culpa. En revanche, je t'ai découverte sur un comité de sélection de Wilco, qui est un programme d'accélération qui est situé à Paris. Et j'étais très intriguée parce que, en fait, le cas d'usage sur lequel, le pain point sur lequel vous travaillez et que vous résolvez, je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai parfois des personnes qui m'ont contactée en me disant écoute Solène, je suis hyper embêtée. Je suis en train d'envisager d'aller vivre en Europe. J'ai ma nationalité américaine qui fait que j'arrive à ouvrir aucun compte. J'ai eu ça, et sinon une ancienne collaboratrice d'une boîte dans laquelle je bossais, qui était d'Andorre, et ça a été une histoire pas possible pour elle d'aller ouvrir un compte en banque juste pour avoir le droit de travailler, de toucher son salaire. Donc je m'étais dit, c'est quand même incroyable. Il y a quand même des gages, c'est des gens qui peuvent rassurer les banques et ils ne parviennent pas à ouvrir des comptes. Donc ça, c'est un sujet qui est problématique. Tu vas nous expliquer tout ça. Et j'avais aussi envie, et tu me dis si c'est OK pour toi d'en parler, qu'on voit un petit peu dans les coulisses comment ça se passe, parce que la boîte que vous avez développée, elle se repose aussi sur des partenaires bancaires. Vous êtes aussi soumis au même titre que tous ces autres partenaires dans le monde financier aux obligations de KYC. Donc comment vous arrivez à joindre les deux bouts et finalement à offrir la solution que demandent pas mal de personnes en France. Donc maintenant que tout ça c'est dit, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, sachant qu'il y a le droit au compte en France, mais même partout dans d'autres pays en Europe, qui est un principe fondamental, pourquoi il y a ce problème ? Effectivement, merci de rappeler qu'il y a un droit au compte. Donc en fait, la loi, elle est vraiment de notre côté et en fait du côté des personnes immigrées. Sauf qu'entre un droit et l'exercice de ce droit, souvent il y a des difficultés. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que la principale difficulté, en fait, elle repose sur la nationalité des personnes. Alors c'est pas que les banques, c'est des grands méchants ou qu'elles veulent pas adresser ces publics-là. Non, c'est qu'en fait, c'est pas leur persona. Il y a suffisamment de locaux à adresser et donc elles se focus sur ces personnes. Et donc pour les personnes immigrées, quand elles arrivent, ça va être la galère parce qu'elles n'ont pas les bons papiers, elles parlent pas la bonne langue. Et surtout, comme tu le disais aussi au début, elles n'ont pas la bonne nationalité. Et tu as évoqué l'exemple des Américains. Et c'est une des nationalités les plus discriminées. Et avant qu'on démarre, je te racontais l'histoire effectivement de ce milliardaire américain qui n'arrivait pas à ouvrir un compte en banque. Bon, ça va, il n'a pas galéré très, très longtemps. Mais en fait, ça montre que le problème, ce n'est pas sur la solvabilité. Les personnes immigrées, quand elles arrivent, 3/4 du temps, elles ont un boulot, elles ont des moyens financiers. Mais, encore une fois, c'est le fait que les papiers, les banques, en fait, elles méconnaissent complètement leur situation. Et ça, après, ça va générer... Qui méconnaît la situation ? Les banques, en fait, elles méconnaissent complètement la situation des personnes immigrées. Tu vois, quand on arrive... tu as différents types de documents d'identité. Tu peux arriver avec un visa, tu peux arriver à obtenir un titre de séjour, tu peux arriver à demander un asile. Enfin, tu vois, la situation, elle va être différente. Il y a beaucoup de cas de personnes immigrées. Donc ça, souvent, on a envie de mettre un peu tout le monde dans le même panier, mais c'est pas vraiment le cas. Et donc, en fait, il faut réussir à les adresser. Et pour ça, il faut bien connaître ces personnes et de faire en sorte qu'il y ait un parcours qui soit adapté pour ces personnes-là et qu'elles aient un accès facile. Est-ce que tu as une idée des chiffres ?
Combien ça représente de personnes en Europe ou en France, si on regarde plus précisément en France? C'est un enjeu qui est massif parce qu'il y a 90 millions de personnes immigrées en Europe et il y en a 3 millions non européennes qui arrivent chaque année de façon légale. Voilà, je le précise toujours. Et tu faisais référence au droit au compte. Et en France, il y a 2000 personnes chaque mois qui vont à la Banque de France pour faire valoir ce compte. 2000? Mais ça, c'est 2000, mais ça ne veut pas dire que tout le reste... Pour tout le reste, ça a été facile, en fait. C'est que quand tu fais valoir ce droit-là, c'est-à-dire que quand tu oses franchir les portes de la Banque de France, c'est que tu as été refusé une vingtaine de fois. Quelle frustration. Donc, c'est effectivement énormément frustrant et c'est que tu as fait appel à des associations pour faire valoir ce droit. Mais entre-temps, tu as ressenti du rejet. Et nous, c'est vraiment toute l'approche qu'on change. Et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Welcome Account. Il y a le terme de welcome. Ouais. Et déjà, ça, c'est changer un regard, une approche et faire en sorte que, voilà, on va vous aider, on va faciliter cette ouverture de compte parce que derrière, on sait que ça ne va pas être encore facile. Donc, on veut vraiment simplifier tout le process. Juste pour revenir sur la typologie des personnes qui sont les plus concernées, parce que quand on parle de problèmes d'ouverture de compte, on pense peut-être plus à des migrants réfugiés qu'à ton milliardaire américain. Est-ce que tu pourrais nous dresser, on va dire, quelques personas spécifiques qui sont concernés par ce problème? Ouais. En fait, c'est vraiment ce qui est étonnant, c'est que toutes les personnes immigrées, quel que soit leur statut d'arrivée, leur raison d'arrivée, vont rencontrer le même problème. Ça, il n'y a pas... C'est pas parce que tu es une personne en demande d'asile que ça va être plus difficile que justement tu sois milliardaire américain. Parce qu'en fait, c'est vraiment, à chaque fois, ça va être ta nationalité. Ouais. Donc, pourquoi pour les Américains, c'est compliqué ? Parce qu'il y a des obligations légales et fiscales que demandent les États-Unis vis-à-vis des banques françaises ou européennes. Ouais. Voilà, tu l'as cité, qui complexifie tout le process. Pour les personnes afghanes, ça va être le fait de venir d'un pays où justement t'es blacklisté. Et c'est ça en fait qui rend tous les cas vraiment très spécifiques. Après, effectivement, pour une personne qui est en demande d'asile, la difficulté, elle va être du fait que la demande d'asile, c'est une situation qui est temporaire. Et donc, c'est comment, quand tu ouvres aussi un compte pour une personne en demande d'asile, tu as une obligation de KYC, parce que le KYC, et on va en parler, je pense, un peu après, il ne se situe pas seulement à l'entrée en relation, c'est pendant toute la relation que tu as avec ton client. Une fois que le ongoing monitoring. Exactement, tu as tous les bons termes. et donc, bien c'est français. Comment, en fait, tu gères ça. Ouais. Parce qu'il faut t'assurer, à un moment donné, que tu saches où en est la personne dans ce processus-là. Et à un moment donné aussi, cette personne, elle va pouvoir travailler. Donc, il faut checker d'où viennent aussi ces ressources. Voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut mettre en place pour chaque personne. Mais il n'y a pas, je te dirais, il n'y a pas un cas on va dire, de statut administratif qui est plus complexe. En fait, vraiment, encore une fois, même si je me répète, c'est vraiment le fait d'être de nationalité étrangère qui va mettre des difficultés, des bâtons dans les roues dans la relation avec les banques aujourd'hui en France et en Europe. Je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. Alors, tu as cité le problème des personnes, mais moi aussi, je vois d'autres problèmes qui peuvent être liés à l'employeur. Donc, je reviens sur cette collaboratrice qui vient d'Andorre. Ça a été croix et bannière pour la faire travailler. Voilà, pas uniquement cette histoire de compte bancaire. Concrètement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles essaient de faire pour leurs employés, leurs salariés, qu'elles font venir d'un pays tiers pour des qualifications exceptionnelles, par exemple ? Oui, en fait, ce que tu évoques, c'est très important parce qu'en fait, la difficulté, elle ne repose pas seulement sur la personne, elle repose sur l'entreprise. Comme je te disais, il y a pratiquement les 3/4 de l'immigration, en fait, qui est économique. Donc, les personnes, elles viennent pour travailler. Quand toi, tu embauches, admettons, tu es une responsable RH, tu embauches une personne venue de l'étranger. Si cette personne,
elle peut pas ouvrir un compte. Tu peux pas la payer à la fin. Donc, tu te mets en situation de danger légal et juridique. Et aussi, mais ça te fait prendre un temps de folie. Ça veut dire qu'il faut que tu accompagnes ce salarié dans un bureau, dans une agence bancaire, pour lui dire est-ce que ça va être possible de lui ouvrir un... Enfin, c'est une façon un peu infantilisante, en fait, de traiter une personne immigrée qui vient pour travailler, qui a tous les documents, qui a l'emploi, qui a toutes les qualifications. Et aujourd'hui, la France, en plus, se place comme un pays qui se veut extrêmement attractif vis-à-vis notamment des talents internationaux. Dans la tech, on a besoin d'énormément de développeurs aujourd'hui et on ne forme pas assez. Il n'y a pas assez de développeurs formés en France. Donc, il faut qu'on recrute à l'étranger. Et ça, c'est des personnes qui souvent viennent aussi de pays où il y a des systèmes bancaires extrêmement développés, qui ont l'habitude d'utiliser des apps extrêmement performantes. Si elles arrivent ici et qu'elles n'ont pas accès à ça, mais en fait, c'est à la fois un rejet, mais c'est aussi une image de la France derrière. Et donc, là, il y a vraiment encore des choses à améliorer pour faciliter cet accès, non seulement à la banque, parce qu'en fait, avoir accès à un compte en banque, c'est avoir l'accès à toute une vie économique et toute une vie sociale. Et donc, avec Welcome à Compte, nous, c'est vraiment cet enjeu qu'on adresse. C'est à la fois l'inclusion bancaire, mais pour faciliter l'intégration économique et sociale. Qu'est-ce que c'est bien dit. Merci. Tu es avec un cofondateur. J'aurais aimé que tu nous expliques un peu comment est née cette idée-là. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est vous ? Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Ouais. Alors effectivement, ça vient un peu plus de son vécu. Donc là, il faudrait remonter presque à 2009 parce que donc mon associé s'appelle Roussavar et il est réfugié politique iranien. Donc il a dû quitter son pays en 2009 suite au mouvement contre le président conservateur. Il est arrivé en France, il a rencontré énormément de galères, on en a déjà parlé, mais voilà, trouver un emploi, trouver un logement, ouvrir un compte en banque, enfin voilà, il est vraiment passé par toutes les difficultés possibles et imaginables. Et en 2022, donc début de la guerre Russie-Ukraine, et donc l'arrivée de beaucoup de personnes ukrainiennes en France et un peu partout en Europe. Et à chaque fois, on a vu une crise de l'accueil. Parce qu'on ne sait jamais trop comment intégrer ces personnes qui arrivent d'un coup aussi. Donc, et là, elles rencontraient toujours les mêmes difficultés. Donc, il a commencé à travailler sur un projet, à la base plutôt de marketplace. L'idée, il était en poste. Alors, en fait, oui, j'ai pas précisé, mais en fait, c'est le président bénévole de Singa, qui est une ONG qui accompagne les personnes immigrées et réfugiées dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc, vraiment, il est au cœur de ces enjeux. Et donc, effectivement, il était au cœur de la situation début 2022. Donc, il commence à penser à un projet de marketplace pour en fait proposer un peu un welcome package avec un accès à une assurance, à une banque et puis à de la téléphonie. Comme ça, la personne arrive, elle a tout en main et tout ça. Et puis, très rapidement, on s'est rencontrés, pareil, donc début 2022. Et on a commencé en fait à voir que le principal problème, il était avec les banques. Toi, t'étais dans la banque ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Mais pas du tout. Non, moi, il n'y a rien qui me prédestinait à ouvrir une banque. T'étais dans le luxe en marketing ? Ouais, en fait, si on part sur un peu ma vie, mais moi, en fait, l'inclusion, ça a toujours été un peu mon fil rouge. Mais en fait, je venais de quitter la direction d'une entreprise qui adressait les enjeux d'inclusion numérique. Okay. Et on avait lancé une plateforme à destination des personnes réfugiées pour adresser vraiment tous leurs besoins, en fait, et surtout leur donner de l'information. Donc, c'est comme ça, en fait, avec Roux, on se connaissait, on était dans le même écosystème. Et puis, donc là, on se revoit, on se rencontre vraiment, et puis c'est un peu autour d'une bière, voilà. Et donc là, il me parle de son projet. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est aperçu, parce qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs bancaires, que le changement n'allait pas être simple et que les difficultés d'accès, elles étaient là et qu'elles n'allaient pas, diminuer en l'espace de 6 mois, voire 1 an. Ne serait-ce que demander à certaines banques de traduire leur app en anglais, ils nous disaient « Oula, c'est pas dans la roadmap, c'est pas avant 1 an. On parle seulement de l'anglais. » Voilà, c'est quand une personne arrive en France, elle ne parle pas forcément un français parfait et encore moins un français bancaire.
Et donc là, on s'est dit, faisons ça. Il y a un besoin, il y a un marché. Et l'immigration, les flux sont toujours là. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment arrêter, où il n'y a pas d'intérêt aussi à arrêter, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un environnement politique qui fait que ça pointe davantage les difficultés liées à l'immigration. Mais l'immigration, c'est aussi énormément de richesse. C'est une valeur ajoutée à la France d'un point de vue évidemment culturel, mais aussi d'un point de vue économique. Et on le sous-estime encore beaucoup trop aujourd'hui. Oui. Et je pense notamment, pour citer un exemple, voilà, il y avait quelques temps, il y avait les manifestations contre la réforme des retraites. Si aujourd'hui on enlevait la part des personnes immigrées aux cotisations pour la retraite, les Français, on devrait partir à 67 ans, voire 68 ans. Voilà, donc ça, c'est des choses Tu parles à quelqu'un qui vit dans un pays où il y a 50% de résidents de nationalité non luxembourgeoise. Exactement. Ouais. Voilà, le Luxembourg, c'est construit aussi là-dessus. Oui. Et la France aussi, on a tendance un peu à l'oublier, mais moi, mon grand-père était tchèque, et donc en fait, voilà, Span, ça sonne pas très très français. Et donc c'est tout ça en fait qu'il faut aussi remettre en perspective, et pour nous, c'était important. Et donc voilà, c'est une longue digression, mais pour dire comment le projet s'est lancé. Et aujourd'hui, donc vraiment, c'est une néobanque. Et l'enjeu, c'est vraiment d'adresser l'ensemble de l'économie de l'immigration. Top. Alors, comment est-ce que vous avez monté votre néobanque, sachant justement ces contraintes, puisque derrière, vous travaillez avec Ocali, qui est un établissement de monnaie électronique qui se repose sur une banque de cantonnement. Donc, il y a quand même une chaîne d'acteurs qui sont régulés comme vous en France, donc avec les mêmes normes AMLD, anti-money laundering qu'on connaît, donc avec déjà des couches de contrôle et des matrices de risque déjà bien encadrées. Donc comment est-ce que vous avez réussi à tordre un petit peu le modèle? Je ne sais pas, c'est toi qui vas nous dire si vous l'avez tordu, pour faire rentrer des ronds dans des carrés en fait. C'est un petit peu comme ça que moi je le vois. Oui. Non, effectivement, tu as raison d'évoquer notre partenaire Ocali. Pour nous, c'était déjà super important d'avoir un partenaire français, parce qu'un des enjeux pour les personnes immigrées, en fait, c'est aussi d'avoir un IBAN local. Donc, en l'occurrence, un IBAN français, puisqu'on est en France. Et donc, nous, on voulait vraiment partir avec un acteur français, parce que aussi, c'est un enjeu de crédibilité et de sécurité. Et donc, Ocali, ça fait office de partenaires basses. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils savent ce que c'est. Pas de problème. Voilà. Et donc, comment on a travaillé avec eux? Déjà, ils sont très sensibles au sujet qu'on porte. Et donc, ils étaient ouverts justement à... évidemment, tout en restant dans le périmètre de la réglementation, mais d'ajuster certaines choses. Et notamment sur les papiers d'identité. Aujourd'hui, on est en mesure, nous, de prendre en charge les récépissés de demande d'asile, des passeports avec les visas dessus. Et donc ça, en fait, c'est des choses qu'aujourd'hui, beaucoup de néobanques et de banques ne prennent pas en compte. Mais eux, et voilà, ça a été l'objet de longs mois de discussion pour après constituer le dossier qu'on allait déposer de façon conjointe à la CPR, pour penser un process de onboarding qui soit adapté à notre public, mais aussi qui reste dans les clous de la réglementation. Donc, en fait, c'est par plein de petites choses qu'on a pu ajuster, et notamment, voilà, déjà la prise en compte de ces différents types de documents, la prise en compte aussi de notre modèle d'acquisition. Peut-être qu'on y reviendra un peu après, mais B2B2C, qui permet de dérisquer. Et puis aussi, par rapport au tout ce qui est justificatif de domicile. Voilà. Donc, c'est plein de choses qu'on a ajustées, parce que quand une personne arrive, elle n'a pas forcément aussi un domicile permanent tout de suite. C'est des choses qui prennent un peu de temps. Alors, tu parlais de la CPR, vous êtes agent de cet établissement. Comment est-ce que, justement, cette étape de la CPR s'est passée? Est-ce qu'il y a eu des points de friction, des éléments qui sont ressortis? Parce qu'on sait à quel point, pour le régulateur, c'est un sujet, et pour tous les régulateurs européens, c'est un sujet absolument critique. Donc, comment est-ce que vous avez su convaincre? Est-ce que vous avez eu besoin de les convaincre? Alors là, ça a été assez... forcément, c'est un process un peu long qui prend plusieurs mois. Là, en l'occurrence, pour nous, ça a été autour de 9 mois. On a été très bien accompagnés par Ocali. Et vraiment, je les remercie, parce que justement, on a vraiment
pris le temps ensemble de poser tous les points, et notamment les points de friction sur quelles pièces d'identité on peut prendre en compte et tout ça. Donc ça, on avait vraiment balayé ensemble tout ce process, et ça a fait justement l'objet de beaucoup d'échanges. Donc oui, quand je dis 9 mois, c'est en fait le temps après d'analyse de la CPR. En fait, dans ces 9 mois, c'est autour de 2-3 mois. Donc ça montre en fait tout le travail qu'on fait en amont avec Ocali. Et en fait, donc c'est Ocali qui présente le dossier. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais en tout cas, le premier retour de la personne de la CPR, ça a été merci beaucoup, c'est un projet super utile et on en a besoin. Ah, voilà. Magnifique. Donc, ça ne voulait pas dire qu'on allait avoir non. Le mandat par la suite, mais en tout cas, ça montrait vraiment le besoin. Et pourquoi ? Mais parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. La Banque de France, on parlait du droit au compte, le fait qu'il y ait 2000 personnes tous les mois qui fassent valoir ce droit-là, sans compter tous les autres qui ne le font pas valoir, mais qui ont quand même des difficultés. Et ben en fait, pour eux, c'est quand même un soulagement qu'il y ait une offre comme la nôtre qui apparaisse en France. Alors, dans le choix de la néobanque, l'expérience utilisateur est particulièrement importante. Quand on parle de la validation des documents d'identité, des pièces justificatives, tu as quand même des outils qui tournent derrière, qui vont te faire de l'OCR, d'identification à distance. Je peux en citer des tonnes via identification vidéo et autres. Dans la sélection des providers que vous avez insérés dans le parcours utilisateur, comment est-ce que ces prestataires, nomme-les si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé, justement gèrent ces documents qui ne sont pas très standards en fait, parce qu'il y en a plein, pour en avoir testé je sais, il y en a plein qui sont très très bons sur la documentation européenne, mais qui sont incapables de gérer des pièces qui viennent de l'autre bout du monde. Ben là, justement, on a pris le temps de vraiment trouver le bon partenaire. Ouais. Et aujourd'hui, je vais le citer parce que je les aime beaucoup. C'est ShareID. Et ça a été monté notamment par Sarah Septi, qui est une entrepreneure incroyable. Donc, c'est une boîte française. C'est une boîte française. Voilà. Nous, quand on peut travailler avec des boîtes françaises, on le fait. Et aussi, ça c'est mon petit prisme, avec des boîtes aussi fondées ou dirigées par des femmes, je le fais aussi. Parce que je pense que c'est important dans la fintech qu'il y en ait davantage. Et donc, et en fait, c'est un provider qui a construit toute sa solution, évidemment, à partir de l'IA, mais aussi avec la gendarmerie nationale. Donc, on est sur un niveau de sécurité quand même qui est optimal. Et ShareID est capable de lire pratiquement toutes les pièces d'identité et documents d'identité du monde entier. Donc ça, c'est très important. Donc les cartes d'identité, les passeports et aussi les permis de conduire. Donc il y a cet aspect. Après, nous, on rajoute une autre brique qui est sur la lecture d'autres documents, comme les récépissés, notamment de demande d'asile, parce que c'est un public assez important pour nous. Aujourd'hui, les récépissés ont des QR codes et tout, donc on est aussi en lien avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir lire ces documents-là. Et puis, donc il y a ça. Et puis après, on travaille effectivement avec d'autres providers, notamment sur tout ce qui est screening donc, des personnes, screening des transactions. Et là où on veut aller encore plus loin, c'est comment, et j'en parlais un peu au début, c'est comment pendant la durée de la relation, on adapte aussi ces règles de monitoring des transactions. Mais tu vois, quand une personne arrive du Sénégal, c'est un pays qui est peu bancarisé. Donc les personnes, elles fonctionnent comment ? C'est par cash ou par paiement par mobile. Donc quand une personne arrive ici, elle ne va pas forcément tout de suite avoir le même usage que nous, on fait de notre carte de paiement. Et donc ça, il faut pouvoir adapter aussi en fonction de la connaissance de ton client. Et donc là, on est un peu au début de notre aventure, mais c'est quelque chose aussi qu'on veut davantage maîtriser. Parce qu'une transaction, quand on retire beaucoup de cash, aujourd'hui, ça alerte. Le cash, les banques n'aiment pas trop, justement, du fait de tout ce qui est blanchiment. Et donc, ça, on veut vraiment adapter parce que voilà, les personnes immigrées, elles ont forcément des habitudes différentes. Et c'est comment on prend en compte ces habitudes pour avoir en fait un service qui est très inclusif. Et donc, c'est ce qu'on travaille. Et on travaille aussi sur ça avec l'ONU, parce qu'on a un partenaire officiel du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Donc, ça, c'est un enjeu assez considérable aussi. Quand je vous ai vu pitcher sur Wilco il y a 6 mois, j'étais intriguée
sur la stratégie, j'étais un peu restée sur ma faim, sur la stratégie d'acquisition de cette population qui est hyper hétéroclite, avec des cultures différentes, des âges différents, des professions variées, des étudiants d'un côté, enfin voilà. Ouais. Comment est-ce que vous envisagiez au départ d'adresser cette population-là, qui est très vaste, versus qu'est-ce que vous avez mis en place maintenant pour l'acquisition ? Ouais. Donc, on a une stratégie d'acquisition et là aussi, ça fait partie un peu de notre point, on va dire, un peu innovant. C'est que c'est en B2B2C. Et c'est vrai que là, on se démarque d'autres néobanques. Pourquoi on a choisi ça ? Déjà, c'était pour dérisquer le KYC, parce que c'est important. Parce qu'en fait, comme on adresse d'abord les entreprises, les ONG et les universités, il y a déjà un premier filtre. Donc, pour démarrer, comme le KYC est un enjeu très important, pour nous, c'était une façon de dérisquer les choses. D'emblée, vous étiez parti sur ce modèle d'acquise ? Très, très vite, ouais. Okay. Parce que justement, on connaît ce public. Et en fait, hormis pour des raisons de tourisme, tu viens, tu es lié à un organisme. En fait, tu viens pas comme ça juste pour le plaisir. En fait, c'est pas quand tu as un projet de long terme, voilà, c'est que tu viens parce que tu as une entreprise qui t'a embauché. Enfin, les règles d'immigration, en fait, elles sont quand même très strictes en France. Donc, en fait, c'est une entreprise qui t'a embauché. Si tu viens pour des raisons humanitaires, tu vas être généralement suivi par France Terre d'Asile, par la Croix-Rouge. Et si tu es un étudiant international, y a ton ambassade qui va te prendre en charge et l'école aussi. Donc, en fait, les canaux d'acquisition, ils sont assez clairs. Après, là où tu as raison, c'est comment, parce que c'est beaucoup de canaux d'acquisition, lesquels on privilégie. Et aujourd'hui, nous, on a des liens très naturels avec toutes les ONG, du fait de ce que fait aussi Roux par ailleurs. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé en lien avec ces organismes. Donc, ça, elles nous connaissent aujourd'hui. Donc, on travaille, on a déjà des deals signés avec des ONG. Notre enjeu, il est plus sur les entreprises parce que voilà, l'enjeu, le besoin, il est super important. Et justement, tu parlais un peu en intro de qui veut être mon associé. Après l'émission, on a eu une trentaine d'entreprises qui nous ont contactés en nous faisant presque le même message à chaque fois. Je suis dans l'entreprise machin, je suis responsable RH et j'ai X centaines, voire milliers de salariés étrangers qui ont des difficultés à ouvrir un compte. Est-ce qu'on peut s'appeler ? Donc en fait, cette émission, elle a été top pour ça parce que pour nous, ça a été vraiment un accélérateur en termes business. Et de toute façon, comme tout start-up, c'est sur ça qu'on est jugé à la fin. Et donc là, aujourd'hui, on fait un focus sur les secteurs notamment du numérique, parce qu'il y a un fort besoin, comme je le disais, de talents internationaux, sur le BTP et les services d'aide à la personne. Donc là, c'est vraiment les secteurs aujourd'hui qu'on adresse, parce que c'est les secteurs où il y a davantage de personnes immigrées qui sont salariées. Et après, sur le côté étudiant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as beaucoup de pays d'origine qui demandent à leurs étudiants d'ouvrir un compte dans le pays d'accueil avec un IBAN local. Je savais pas ça. Pour être sûr que l'étudiant est bien dans le pays. D'accord. Donc ça, et sinon, pas de bourse. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est... et donc, c'est un besoin. Et là, il y a une diaspora plutôt, on va dire, africaine qu'on vise en priorité sur ces publics-là. Super. Alors, vous êtes très jeune, vous avez déjà mis beaucoup de choses en place. Donc, vos prochaines étapes, si tu pouvais nous donner un avant-goût. Voilà, il y en a beaucoup. De toute façon, avec les startups, c'est tout le temps ça. Mais donc là, on est vraiment sur notre go-to-market en ce moment. Enfin, là, on est vraiment focus là-dessus. Beaucoup de personnes à onboarder. Donc, c'est vraiment d'allier les enjeux business et les enjeux opérationnels. Je ne l'ai pas dit, mais c'est sur le KYC, on a investi tout de suite parce qu'on a recruté l'ancienne directrice antifraude d'ING. Voilà, donc on voulait vraiment... En fait, il fallait qu'on soit super crédible. Ouais. Donc, on s'est adjoint les services de personnes qui connaissent et qui ont fait face à tous ces problématiques. Donc là, on est sur ces enjeux. Et puis, évidemment, l'enjeu, à un moment donné, comme toute bonne fintech qui se respecte, il y a des sous à aller lever très bientôt. Donc, on vise une série A courant 2025. Vous avez déjà fait donc Ouais, on a fait un premier tour. Seed. Ouais.
entre 800 et 1 million. Avec qui On a donc des BA particuliers, donc des personnes vraiment finance et puis tech. On a Cédric O qui est à notre board, donc ça c'est top. On a l'ancienne directrice de PayPal France aussi, donc ça c'était important. Comme je disais, Roux et moi, on est des outsiders. Donc, il fallait aller convaincre des personnes qui sont, eux, dans le secteur. Et en fait, elles ont été évidemment convaincues, mais souvent aussi parce qu'elles ont vécu le problème. L'ancienne, donc Rimena Diaz, elle est aussi d'origine argentine. Donc, pareil, on n'a pas eu à pitcher très longtemps le problème. Elle le connaissait. Et puis, on a deux fonds aussi, Atomico et Tremplin Capital, avec notamment qui a été lancé par Malia Metella, qui est vice-championne olympique. Donc, dans ce post-JO, c'est toujours chouette d'avoir ce type de personnalité à nos côtés. Merci Caroline, c'est hyper intéressant. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. Tu le sais peut-être pas, mais je lis beaucoup. Et j'aime bien qu'on me recommande et qu'on recommande aux personnes qui nous écoutent un ouvrage. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous recommander aujourd'hui ? Alors, comme ouvrage, ça serait sûrement un livre qui s'appelle Eldorado de Laurent Godet. C'est un auteur que j'aime bien, qui a eu le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta. Je crois que c'était dans les années 2000-2004, quelque chose comme ça. Et Eldorado, c'est justement sur différents destins qui se croisent autour justement de l'exil, de l'immigration. Donc c'est un très beau livre que je recommande. Merci Caroline, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.